Gentlemen, has your doctor prescribed imaging tests to assess the state of your prostate cancer? When it comes to testing, it pays to know the facts so you can understand what each test is checking for. Let's take a closer look. While it's not a substitute for a prostate biopsy, imaging technology helps doctors diagnose and prescribe the right course of treatment for prostate cancer. Some of the most widely used imaging tests include abdominal and pelvic CT scans and magnetic resonance imaging, or MRI. With these tests, doctors can view images of your bones and internal organs to do many things, like validate biopsy results, measure the size of a tumor, or see if and where the cancer has spread. In addition to CT scans and MRIs, there is another type of test that is extremely useful in the diagnosis and treatment of cancer: nuclear imaging. As the name suggests, nuclear imaging uses radioactive substances in very low doses to help make a diagnosis. These radioactive substances, called radiotracers, are injected before the test and show the exact location of the cancer cells. It's this injection of a radioactive substance that really distinguishes nuclear imaging from other commonly used tests. Bone scans, for instance, have long been among the most valuable nuclear imaging tests used by doctors for more aggressive cancers or bone pain. Doctors use nuclear imaging along with other conventional tests and indicators to identify and treat prostate cancer. The PSMA PET scan is a new type of nuclear imaging test that uses radiotracers. This method can pinpoint which body parts other than the prostate the cancer cells may have spread to. It's particularly useful in cases where the cancer has come back after surgery or radiation therapy, as indicated by elevated PSA levels. Currently, PSMA PET scans are limited to specific cases, but they are expected to become more common with time. The results of this test provide doctors with new information to help them determine the right therapy for recurrent or metastatic prostate cancer. Thanks to advances in medicine, particularly in nuclear imaging, your healthcare team is well equipped to offer you the right tests and treatments to manage your prostate cancer. And should you want more information, you can always learn more about the tests and treatments recommended by your doctor during your follow-up appointments. Questions or concerns? We're here for you. ProCure would like to thank the specialists, nurses, and patients for their help in the making of this video. Bonjour et bienvenue à Procure en parle. Je suis Kim Sullivan, votre animatrice, et avant de plonger dans le contenu d'aujourd'hui, je tiens à prendre un moment pour remercier nos généreux donateurs et collaborateurs d'avoir rendu ce webinaire possible. Les sujets abordés dans ces webinaires sont basés sur les questions et préoccupations soulevées par les patients qui contactent notre ligne de soutien. Veuillez noter que vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé sur nos prochaines diffusions. Aujourd'hui, je suis ravie de présenter le Dr Marc-André Morin, spécialiste en médecine nucléaire au CHUM. Dr Morin, bienvenue et merci de vous joindre à nous. Un plaisir. On va commencer avec une question qui est peut-être facile pour vous, mais pour nous, on aimerait tous savoir qu'est-ce que la médecine nucléaire et quel rôle joue-t-elle dans le cancer de la prostate? Certainement. En fait, la médecine nucléaire, a priori, c'est une spécialité diagnostique au même titre que la radiologie. On va utiliser des petites quantités de substances radioactives pour mettre en image ou bien traiter différentes maladies, différents cancers. La grande différence avec la spécialité de la radiologie, c'est qu'en médecine nucléaire, c'est le patient qui va émettre de la radiation captée par des caméras pour faire des images. Alors qu'en radiologie, c'est la caméra qui va lancer de la radiation vers le patient pour faire des mêmes images. La médecine nucléaire là,
est très présente dans le cancer de la prostate, et ça depuis plusieurs années. Depuis des dizaines d'années, on utilise les fameux bone scans pour suivre les métastases osseuses du cancer de la prostate, faire le diagnostic et le suivi. Plus récemment, les PET scans ont pris en popularité, une technologie relativement nouvelle qui sert non seulement à trouver les métastases du cancer de la prostate au niveau osseux, mais également dans les organes à distance et au niveau même de la prostate. Donc, pour faire un bilan d'extension, c'est vraiment l'examen le plus sensible. Plus récemment, on utilise également la médecine nucléaire non seulement pour imager, mais pour traiter les métastases osseuses du cancer de la prostate, mais également pour traiter le cancer de la prostate at large. Fait comment fonctionne le traitement avec le radium? Puis est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de comment ça se déroule? Oui, certainement. En fait, le radium, ça a une propriété chimique, donc une structure qui ressemble au calcium. Le calcium qui va être déposé ou qui a beaucoup de remodelage osseux, comme c'est le cas dans les métastases osseuses du cancer de la prostate. Fait que nous, on joue un peu un tour au cancer en lui donnant du radium, alors qu'il pense que c'est du calcium. Il va le déposer uniquement où il y a de la maladie pour émettre son rayonnement et venir tuer les cellules cancéreuses. Donc, le déroulement pour un traitement de radium, c'est bien simple. Il va y avoir une consultation au début avec un nucléiste qui va regarder votre dossier, regarder les imageries pour déterminer si vous êtes, et les prises de sang pour déterminer si vous êtes éligible pour un tel traitement. Ensuite, quelques semaines après la consultation, il va pouvoir commander la dose de radium. C'est 6 cycles de traitement aux 4 semaines qui vont être administrés. C'est vraiment court. Quand vous allez arriver sur le département de médecine nucléaire, tout est pour tout, c'est 30 minutes le traitement pour chacun des cycles. Donc, vous allez être accueilli par un technologue en médecine nucléaire qui va installer une voie veineuse la plupart du temps au niveau du pli du coude. Et ensuite, le nucléiste va venir, va poser des questions et confirmer que la dose est la bonne avant de l'administrer sur quelques minutes. On parle de 2 à 5 minutes, c'est vraiment court encore une fois. Et vous allez être observé pour une quinzaine de minutes tout simplement, s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire comme n'importe quelle autre médication. Et après, vous retournez à la maison. Mon Dieu, c'est rare qu'on entend un traitement aussi vite fait, aussi efficace. Oui, effectivement. Et par la suite, le suivi va être effectué avec des prises de sang 2 semaines pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire au niveau des prises de sang. Wow! OK. Bien, est-ce que le radium et les médicaments radiopharmaceutiques fonctionnent de la même façon? Est-ce qu'ils appartiennent à la même famille? En fait, le chlorure de radium qu'on utilise pour le traitement des métastases osseuses du cancer de la prostate, c'est un radiopharmaceutique. Okay. Donc oui, ça appartient à la classe des radiopharmaceutiques. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Quand on passe à radium, on passe à Pierre et Marie Curie, fin des années 1800. Donc il était temps qu'on trouve une utilisation pour le cancer de la prostate avec cette molécule-là. Donc, on va parler de la thérapie par radioligand. Qu'est-ce que ça signifie, ce terme-là? Oui, donc ligand, ça veut dire accrocher, OK? Fait qu'on va utiliser des ligands de cibles très précises, là, par cette instance-là, les récepteurs PSMA, là, des molécules qui se trouvent seulement à la surface du cancer, et on va pouvoir marquer ces ligands-là avec différentes substances radioactives. D'une part, pour imager le cancer, et de l'autre part, pour traiter le cancer. OK. Donc, c'est le principe de base de la théranostique. Ça, c'est ma spécialité à moi. C'est en quoi j'ai été formé. Ça, dans le fond, c'est un néologisme qui inclut les mots thérapie et diagnostic. OK? Donc, selon ce qu'on injecte, on peut l'imager et ensuite traiter le cancer. C'est possible de traiter ce que l'on voit et de voir ce que l'on traite. C'est vraiment un principe rêvé pour les oncologues. Imaginez-vous, on peut, premièrement, s'assurer que le médicament va à la bonne place en quantité suffisante et voir en temps réel s'il fonctionne. Donc, c'est vraiment une plateforme qu'on peut utiliser. Là, pour l'instant, on l'utilise en cancer de la prostate, mais éventuellement pour plusieurs types de cancers. C'est incroyable comme technologie. Vraiment. La science-fiction. Presque. Hein? La différence, donc, entre la thérapie par radioligand et une radiothérapie. Oui. En fait, par radioligand, les traitements en médecine nucléaire, nous, c'est des sources radioactives qu'on dit non scellées. On les injecte dans les veines, ça va circuler partout dans le corps, jusqu'à temps que ça trouve les cellules cancéreuses, ça va s'y fixer pour émettre la radiation le plus proche possible de la cellule qu'on veut traiter, soit le cancer de la prostate, dans le cas échéant. Donc, ça va limiter l'exposition aux organes sains qui se trouvent alentour, dans les tissus avoisinants, pour venir juste traiter les cellules qu'on veut traiter, tout simplement. Contrairement à la radiothérapie. La radiothérapie, elle, c'est des sources qui sont scellées, OK? Donc, c'est possible de faire des traitements à l'extérieur du patient. Les caméras vont venir traiter le cancer de l'extérieur, ou encore d'injecter des petits grains comme la curithérapie à proximité des zones à traiter pour que ça le mette les radiations de façon locale. Donc, vous avez parlé plutôt de science-fiction. Donc, ma prochaine question en est une qui va vers là. Vous injectez un produit radioactif dans une personne. Ça vient de la science-fiction. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que les patients devraient s'inquiéter? Donc, oui, c'est sécuritaire, mais c'est sûr, ça reste une substance radioactive. Donc, le patient, suite au traitement, va devenir radioactif. Donc, il va émettre
des rayonnements autour de lui, puis il faut limiter ces rayonnements-là aux personnes qui l'entourent. Donc, oui, il y a des mesures de radioprotection qui doivent être tenues en compte, qui sont régies par la Commission de sûreté nucléaire canadienne, OK? Donc, on s'est habitué un peu avec la COVID. C'est pas très compliqué, les mesures de radioprotection. C'est de garder le plus possible avec les personnes dans les jours qui suivent le traitement une distance de 2 mètres, dormir dans un lit à part, utiliser sa propre salle de bain et tirer la chasse 2 fois puisque la majorité de la radiation va sortir au niveau des urines. Ah! Ouais. Et le patient doit également s'abstenir de relations sexuelles quelque temps après le traitement. OK. Donc, quelques temps, pas trop longtemps. Non, c'est ça. C'est bon. Est-ce qu'il pourrait y avoir un enjeu côté recevoir une dose trop élevée, une dose... Parce que c'est radioactif, encore une fois. Je comprends. Non, le risque, en fait, pour les traitements de cancer de la prostate, c'est des doses qui sont fixes. On donne toujours la même dose pour chacun des cycles, là, quand on fait référence au traitement par radioligand, là, le fameux lutetium PSMA. Donc, c'est toujours une même dose qu'on va administrer. Les risques de recevoir une dose différente est pratiquement inexistante, puisque lorsque le produit est synthétisé, encore une fois, tout est régi par la Commission de sûreté nucléaire canadienne. Ça doit être identifié. On fait une identification simple, double et triple même lorsqu'on reçoit le produit. C'est nos technologues, des spécialistes en médecine nucléaire. Ce pas des technologues de radiologie, ce pas des technologues en radio-onco, sont formés pour ça, qui reçoivent le produit, s'assurent de la qualité du produit, s'assurent de la dose et font les identifications de patients. Donc, la dose, il n'y a pas de risque de recevoir une dose supérieure à ce qui est indiqué. OK. Donc, si j'ai bien compris, on n'a pas besoin trop de s'inquiéter en tant que patient, que c'est vraiment utilisé comme un traitement. Le traitement du radium est utilisé pour le soulagement quand il y a des métastases au niveau osseuse du cancer de la prostate, tandis que la thérapie par radioligand, si je ne me trompe pas, c'est détruire les cellules cancéreuses qu'il pourrait y avoir de façon très, très ciblée. C'est ça? Effectivement. Le radium est réservé pour les traitements pour les métastases osseuses uniquement. Okay. Par contre, quand on veut traiter le cancer de la prostate, disons au niveau de la prostate, au niveau des ganglions qui l'entourent, au niveau des autres organes, bien là, il faut penser au RLT, donc au traitement par radioligand à base de lutetium PSMA. OK. Donc, maintenant qu'on peut espérer en tant que patient d'être approuvé pour une thérapie de radioligand, c'est quoi le processus après ça? Comment se déroule vraiment la thérapie par radioligand, l'endroit, la préparation, la durée, les précautions? Donnez-nous une idée un peu day by day du patient. Oui, parfait. Donc, initialement, il faut une consultation avec un médecin spécialiste en médecine nucléaire, OK, qui va réviser le dossier en entièreté du patient, qui va lui poser plusieurs questions sur ses antécédents médicaux et surtout sur ses lignes de traitement qu'il a eues jusqu'à maintenant. Parce que pour être éligible à des traitements par radioligand à base de lutetium PSMA, il faut un cancer qui est métastatique, donc qui n'est pas limité à la prostate, qui est rendu au niveau des ganglions, au niveau des organes, que ce soit les os, le foie, les poumons. Ensuite, il faut que le patient ait déjà reçu de l'hormonothérapie, une ligne d'hormonothérapie de 2e génération et au moins une ligne de chimiothérapie. Okay? Donc, c'est presque un dernier recours. Exactement. En ce moment, le traitement est réservé pour les cancers très avancés. Donc, si le patient a passé ces lignes de traitement-là, le médecin spécialiste en médecine nucléaire va demander un TEP scan PSMA pour voir si le cancer de la prostate exprime les récepteurs qui nous permettent d'envoyer notre radiotraceur à la bonne place. OK. Si jamais le patient ne présente pas de récepteurs, malheureusement, il n'est pas éligible puisque le traitement, bien, il se fixerait nulle part puis le patient aurait seulement les inconvénients de la radiation sans les bénéfices. Truquer les cellules si eux, ils n'ont pas le récepteur pour le faire. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas les récepteurs, on ne peut pas effectuer le traitement, malheureusement. OK. Et est-ce qu'il y a sûrement des risques, des effets secondaires que nos patients devraient savoir? Les effets secondaires, au dire de mes patients, puis au dire des études multicentriques qui ont été faites, qui ont mené à l'approbation de la molécule, sont vraiment un monde de différence avec la chimiothérapie. OK? Il y en a quand même quelques-unes, quelques effets secondaires qu'on va suivre. Principalement, la fatigue. Un patient sur 2 va exprimer une fatigue, une augmentation de sa fatigue suivant les semaines suivant le traitement. Habituellement, ça dure 1 à 2 semaines. Okay? Après 4 à 6 semaines, au contraire, il devrait avoir un retour de l'énergie, même une amélioration. Puis ça, c'est de cycle en cycle, ça devrait s'améliorer. Suite à ça, il y a d'autres effets secondaires, dont des symptômes digestifs, puisqu'il y a une petite quantité de la dose qui va sortir par le tractus digestif. Ça pourrait donner des nausées, vomissements, des fois des diarrhées ou de la constipation. Et l'autre effet secondaire qu'il y a, mais ce n'est pas la majorité des patients, il y a des récepteurs PSMA au niveau des glandes salivaires, okay, dans les joues et sous le menton. Mais en fait, ça pourrait donner de la sécheresse buccale ou encore un changement au niveau du goût. Encore une fois, ce n'est pas la majorité des patients qui en a. Et la plupart des patients ont cet effet secondaire-là suite à la chimiothérapie. Okay. On n'a jamais eu d'effet secondaire de haut grade
pour la sécheresse buccale. OK. Également, dans les effets secondaires, ce qu'on doit surveiller, et c'est la raison pour laquelle on va faire des prises de sang entre les cycles, c'est les cytopénies, donc la réserve médulaire. Ce qu'on appelle, c'est que notre traitement de radioactivité va pouvoir aller aussi au niveau de la moelle osseuse, au niveau des os qui sont responsables pour la production de globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc, il y a un risque avec nos traitements que ça diminue ces lignées cellulaires-là. Donc, il faut les surveiller au long cours, puis c'est pour ça qu'on va faire des prises de sang. OK, intéressant. Fait que vous êtes vraiment au-dessus de tout, là. Vous vous assurez de... Bien, au-dessus, j'espère que non, mais on s'assure de tout, effectivement. Oui. On ne prend pas de chance. OK, j'aimerais discuter des préoccupations de nos patients maintenant et qui serait éligible à ce genre de traitement. Oui, donc les patients qui sont éligibles pour un cancer de la prostate assez avancé, OK? C'est-à-dire métastatique. On veut que le cancer ait migré, qui n'est pas limité à la prostate, qu'il soit rendu au niveau des ganglions, au niveau des organes à distance, que ce soit les os, le foie, le poumon. On veut que le cancer soit plus avancé pour être éligible pour le traitement. Il faut que le patient ait reçu au moins une ligne d'hormonothérapie de deuxième génération et au moins une ligne de chimiothérapie pour être éligible pour les traitements. En plus de ça, il va falloir que le patient passe un TEP scan et qu'il prouve qu'il y a les récepteurs PSMA pour recevoir la dose de radiation à la bonne place. OK. Pourquoi que ce type de traitement ne peut pas être utilisé qu'en dernier recours? Bien, tu sais, les traitements par radioligand à base de lutetium PSMA, c'est relativement nouveau, hein? L'approbation par Santé Canada, c'est septembre 2022. Oui. Donc, jusqu'à tout récemment, là, cette technologie-là était offerte seulement dans des centres universitaires en termes de projets de recherche. Et lorsqu'on invente une nouvelle molécule, c'est bien important de faire ses preuves. Puis comment on fait ça? On va s'attaquer aux personnes qui ont déjà eu tous les traitements qui ont été approuvés par Santé Canada, donc les patients les plus malades. Il faut prouver qu'on est meilleur que le traitement standard pour pouvoir rendre éligible le traitement et ensuite remonter lentement l'algorithme. Fait que là, pour l'instant, les études ont prouvé qu'on était bon en dernière ligne alors que le patient a épuisé toutes les lignes de traitement. Et là, on est en train de challenger les lignes de chimiothérapie, éventuellement les lignes d'hormonothérapie. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des preuves scientifiques actuelles en termes de l'impact sur la qualité de la vie et de la survie des patients? Oui, certainement. Bien, les grosses études, là, à savoir, c'est Thérapie. C'est une étude australienne multicentrique de phase 2 qui a été complétée en 2021. Donc, le but de l'étude, c'était de comparer le lutetium PSMA à la dernière ligne de chimiothérapie, soit le cabazitaxel, et de voir lequel avait un meilleur effet. Le médicament a été prouvé pour donner une meilleure baisse de la PSA, donc les marqueurs tumoraux qu'on regarde dans le sang pour voir si un cancer de la prostate progresse ou récidive. Donc, on a vu qu'il y avait une meilleure baisse avec cette molécule-là. On a vu également qu'il y avait une meilleure survie sans progression, okay, de quelques mois. Et en plus de tout ça, on a vu que sur la qualité de vie, il y avait une meilleure amélioration de la qualité de vie, soit au niveau de la fatigue, soit au niveau du fonctionnement social et un retard des douleurs avec cette molécule-là. Ça, c'était l'étude australienne. Il a suivi ensuite l'étude multicentrique internationale de phase 3, Vision, en 2021 également, qui a mené à l'approbation de la molécule lutetium PSMA par Santé Canada. Okay, là, on comparait le traitement standard au lutetium PSMA et on a réussi à prouver une augmentation de la survie, okay, de près de 4 mois supplémentaires par rapport au traitement standard et une augmentation de la survie sans progression également de plusieurs mois, en plus de diminuer les douleurs, retarder l'apparition de nouvelles douleurs, retarder une détérioration de la qualité de vie. Donc, vraiment, ce traitement-là est utilisé. On ne peut pas se débarrasser complètement du cancer de la prostate quand on est rendu à un stade aussi élevé. Par contre, on a des super bonnes réponses pour stabiliser la maladie et améliorer la maladie chez plus de 80% des patients. Donc, c'est cette étude-là qui a mené à l'approbation de la molécule. C'est tellement nouveau, mais ça donne tellement de l'espoir à tous nos patients. Effectivement. C'est incroyable. En guise de conclusion et pour bénéficier nos patients, j'aimerais vous entendre sur 2 sujets. Le premier, c'est les défis actuels dans l'utilisation de la médecine nucléaire pour le traitement du cancer de la prostate. En fait, le cancer de la prostate, on doit se souvenir que c'est l'ennemi numéro 1 chez l'homme. Hein. C'est un patient sur 7 qui va développer un cancer de la prostate une fois dans sa vie. C'est près de 25 000 nouveaux diagnostics par an au Canada. Fait qu'on peut s'imaginer, pour la médecine nucléaire, c'est un bassin de patients potentiel vraiment très, très grand, donc un gros débit pour tout ce qui est theranostique. Et chacun des patients qui veut être éligible pour un traitement de lutetium PSMA, doit au préalable compléter un PET scan PSMA. Les PET scans se font rares
Et ils ont des listes d'attente. Hein. On n'est pas juste impliqué dans les cancers de la prostate, mais dans la quasi-totalité des cancers. Donc, on va rajouter sur la charge de travail qui est déjà très grande, un très grand nombre de TEP PSMA. Donc, ça va être le nerf de la guerre de notre côté, l'accessibilité à ce type d'imagerie bien précis-là. La liste d'attente. Effectivement. Puis en plus de ça, ben, au cours des dernières années, on a eu des pénuries de technologues en médecine nucléaire. Donc, en ce moment, la formation est limitée à certains centres collégiales et les associations en médecine nucléaire se penchent sur le problème afin d'augmenter le nombre de centres de formation à travers les provinces. Surtout que vous disiez que c'est quelqu'un spécialisé là-dedans qui va être votre technicien. Effectivement, les technologues en médecine nucléaire ont une spécialité distincte des technologues en radiologie et des technologues en radio-onco. Incroyable. Puis, quelles sont les perspectives futures qu'on peut regarder vis-à-vis la médecine nucléaire dans le traitement du cancer de la prostate? Quand on regarde les grosses études qui ont été complétées en 2021, l'étude australienne, Vision, on a prouvé que la molécule était bonne pour les patients les plus malades en fin de course. On est plusieurs spécialistes à croire qu'il y aurait des bénéfices ajoutés de donner le traitement plus tôt dans l'algorithme de traitement. Donc, j'ose imaginer qu'éventuellement, le traitement à l'UTCM-PSMA va être offert beaucoup plus tôt dans l'évolution de la maladie. Donc, la science-fiction qu'on parlait tout à l'heure de mettre une substance radioactive dans une personne peut devenir réalité, puis ça serait un traitement de première source. Effectivement, on pourrait le rendre beaucoup plus tôt dans l'algorithme. C'est les études qui vont nous voir jusqu'à où on peut se rendre pour l'instauration du traitement. Et éventuellement, on va avoir d'autres molécules également pour traiter le cancer de la prostate. Déjà, il y a des études en cours avec l'actinium, une particule alpha beaucoup plus grosse et plus puissante. On va voir les études pour voir comment ça va se solder. Ça donne de l'espoir. Vraiment. Bien, merci beaucoup, Dr. Morin. Ça fait très... c'était enlightening, comme on dit en anglais. C'était très intéressant. C'est un plaisir. Et pour tous nos auditeurs, merci à vous de vous être joints à nous. Nous espérons que ce webinaire a été instructif et utile. Pour des questions ou des préoccupations, sachez que vous pouvez contacter notre ligne de soutien gratuite et confidentielle en tout temps, disponible 7 jours sur 7. L'équipe dévouée d'infirmières Procure est là pour vous aider. Vous pouvez également visiter notre site web et encore une fois, un gros merci. Merci. We warmly thank our experts and our partners for making this webinar possible. To find out more about the tools and resources available to you, or to make a donation, visit procure.ca. Thank you for your support.